Bonsoir à tous, bienvenue. Mardi 24 août, voici les titres de votre journal. La situation d'Ebola évolue dans le bon sens. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, était face à la presse pour expliquer le développement de la situation. Le seul cas déclaré positif est guéri. L'Afrique est en deuil. Hissène Habré n'est plus. L'ancien président tchadien est mort du Covid-19 aujourd'hui au Sénégal. Il avait été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Cette bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire enregistre une bonne nouvelle sur le front de la riposte à Ebola. La jeune fille guinéenne, seul cas positif à ce virus dont le pays est désormais hors de danger. Face à la presse ce mardi, les autorités sanitaires ont annoncé la guérison de la patiente qui néanmoins reste sous observation médicale pendant 40 jours à compter d'aujourd'hui avant de rejoindre son domicile. Je vous propose d'écouter le comité de veille au micro de Thiémé et de Tanguy Konan. Une innovation dans le paysage sanitaire en Côte d'Ivoire. L'application AFIA, visant à recueillir des données sanitaires auprès des citoyens et suivre les infections respiratoires aiguës. Elle a été mise en place par le ministère en charge de la Santé à travers l'Institut national d'hygiène publique, INHP. AFIA est donc une plateforme en ligne qui permet de surveiller les symptômes signalés par les utilisateurs en cas d'infection respiratoire aiguë, potentiellement associée à la Covid et à d'autres pathogènes respiratoires. Cette plateforme est utilisée pour la surveillance syndromique et elle permet de détecter rapidement toutes les variations temporelles de l'incidence des cas des infections respiratoires aiguës qui sont rapportées par les utilisateurs de la plateforme. Cette surveillance permettra, durant cette phase pilote, de se faire une idée des défis et des enseignements à tirer pour déployer avec succès une plateforme digitale participative des maladies respiratoires dans les prochaines années. L'INHP vise un objectif de 5000 personnes d'ici à 3 mois, voire à la fin de l'année 2021. Il collabore sur ce projet avec le Centre de formation et de communication gouvernementale, CICG. Ce centre envisage d'organiser des webinaires communs pour mutualiser les bases de données afin d'intégrer cette plateforme dans les habitudes des populations en Côte d'Ivoire. Cet outil numérique intervient dans une période marquée par la résurgence de la maladie à coronavirus et de la détection de cas d'Ebola. Et vous avez eu plutôt droit à un sujet sur l'application mise en place par l'État de Côte d'Ivoire pour lutter contre le Covid-19. Toujours sur le plan sanitaire, un cas de grippe aviaire avait été décrété à Mondoukou, non loin de Grand Bassam. Pour éviter la propagation de la maladie, le gouvernement a pris une série de mesures, dont l'abattage de volailles dans plusieurs fermes avicoles. On en parle avec Pierre Dipomela. 5 fosses de 36 mètres carrés chacune pour enfouir des tonnes de poulets atteints de grippe aviaire dont la souche hautement pathogène de type H5N1 a fait irruption en Côte d'Ivoire. Ces abattages, incinération et enfouissement de ces volailles visent à stopper la propagation. Un éleveur dans le village de Mondoukou, à 13 km de Bassam, a constaté des poulets morts dans sa ferme. Le diagnostic des vétérinaires est sans appel. Il faut tout de suite décimer tous les sujets. Le prélèvement fait sur le champ confirmait que j'étais victime de la grippe aviaire. Ça, c'était déjà le mercredi. Alors, les spécialistes qui étaient sur la ferme m'ont dit, mais néanmoins, il fallait quand même une confirmation à partir des laboratoires. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Et ce matin, on m'a appelé pour me dire qu'il fallait qu'on passe à l'abattage pour essayer de circonscrire l'évolution, sinon l'avancement du virus. Alors c'est pourquoi je suis là ce matin. Je viens à peine d'arriver et je constate que pratiquement ils sont à 80% déjà de l'abattage. L'opération va s'étendre sur les éleveurs à proximité dans un rayon de 3 km. Nous devions abattre dans un périmètre de 3 km de rayon, abattre toutes les volailles, toutes espèces confondues. Et c'est ce que nous avons fait, appuyé par les services vétérinaires, la direction générale, disons des services vétérinaires, qui est venue d'Abidjan. Alors, une équipe d'abatteurs a été formée
la procédure normale pour éviter toute contamination. Et depuis près de 5 jours, c'est ce qui s'est fait. Et sur ces sites que vous voyez là, nous procédons maintenant à l'enfouissement en fin de journée, à tout ce que nous avons abattu dans la journée. Alors, nous avons au total 5 fosses qui ont été creusées pour pouvoir enfouir de manière sécurisée les cadavres des animaux abattus. Cette épidémie de grippe aviaire en Côte d'Ivoire intervient après le déclenchement au Ghana en juillet et au Mali en mai dernier. De nombreux observateurs estiment qu'une contamination a eu lieu par le biais des échanges transfrontaliers de produits agricoles ou par des oiseaux migrateurs provenant de ces deux pays voisins. Et en attendant de vous proposer le point de presse du ministre de la Santé, je vous invite à faire plus ample connaissance avec la casse d'Abobo, un endroit où rien ne se perd, mais tout se transforme. Les artisans qui s'y trouvent donnent une seconde vie aux pièces de véhicules endommagées. Très souvent sans formation, les bricoleurs de la casse d'Abobo sont bien organisés pour répondre à toutes les sollicitations. La casse d'Abobo, les métiers de la métromécanique sous les projecteurs, un reportage signé Brice Yanwa et Tanguy Konan. La casse d'Abobo. Ici, rien ne se perd. Les pièces de véhicules endommagées passent aux mains de ces artisans pour un nouvel usage. Comme ce jeune homme dont l'unique tâche est de redonner forme à ses ressorts, on trouve sur ce site plusieurs spécialités. C'est un travail de cerveau, parce que le crémaillère, là, il faut connaître. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas t'en sortir dedans. Des fois, il y a d'autres qui viennent, ils saignent la pièce. Il y a deux qui viennent, ils veulent réparer. Donc il y a toutes sortes d'hommes qui viennent. Ça fait au moins 20 et quelques années, depuis grâce en haut, on a la ferraille. Pourquoi il y a appris ce métier-là pour faire? Parce que c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui sont assistées. Bon, je suis laissé dans ça, je me suis marié, j'ai fait des enfants. Aujourd'hui, je nourris ma famille. Il y a des voitures nouveaux modèles qui sont là, qui sont arrivés ici en Côte d'Ivoire. Donc il y a des gens qui ne sont pas en place. Donc nous, on a les Slambourg aussi qui est là. On regarde le format, que ça peut aller, puis on va essayer de créer une espérance pour faire. C'est les Slambourg qui sont déjà venus, ça a été déjà créé. Donc nous, on modifie. Tel que ça, voilà le matériel qui sont déjà là en même temps en place. Ça, c'est pas l'original, c'est nous qui avons créé ça. Ouais, on voit que le trou est là, c'est le même trou. Donc, on peut déjà, puis ça marche. C'est ça qu'on appelle plaquettes, les plaquettes importées. C'est ça, nous, on vend ici. Avec les pièces détachées, voilà nos grands magasins qui est là. Il y a des gens qui viennent de Koumassi, il y a des gens qui viennent de Yamoussoukro, ça dépend. C'est quelque chose, ça marche. Ça marche, et puis à part ça, là, la voiture ne peut pas freiner. Donc c'est pour cela que je vends ça. Par contre, d'autres parmi eux touchent à tout. Moi, je suis un polyvalent, je suis généraliste. Parce que le métier de la casse m'a permis de connaître beaucoup de choses. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous dire que je suis spécialiste en Peugeot ou en Mercedes. Parce que je m'y connais pratiquement en tout, puisque je fais des recherches avec mon téléphone et autres. Donc quand les nouvelles voitures sortent, on va sur le net, on essaie de trouver les techniques. À la casse ici, il y a des pièces, généralement quand on ne trouve pas, nous-mêmes on les fabrique. On a appris ça de nos parents, de nos vieux qui ont commencé la casse depuis 72, bon vous dire 70 pour d'autres. Nous sommes là pour apporter l'aide à nos confrères, à nos frères, pour pouvoir se procurer des pièces occasion. Le CRR, c'est autour de 400, 500 et quelques mille, autour de là. Et des fois même 1 million hors taxe avec les différents trucs. Mais combien d'Ivoiriens, combien de propriétaires de véhicules aujourd'hui peuvent se procurer d'une pièce neuve? Évidemment, elle est temporaire. Ça vous permettra de circuler librement, sûrement, et ensuite, vous avez encore des moyens d'acheter d'autres pièces. À tout ceci s'ajoute la vente de véhicules d'occasion. Mécaniciens, électriciens, tôliers et bricoleurs de la casse d'Abobo sont bien organisés de sorte à toujours trouver une solution à toute sollicitation. Un fonctionnement qui est en proie souvent à certaines difficultés. Le problème qu'on rencontre généralement entre nous, c'est quand elle prend la pièce de l'autre, il a trouvé un garage, une société où il fournit la société. Puisque lui, quand il va déposer, la société va lui faire une facture et puis lui faire le versement. Ça peut prendre du temps. Généralement, quand il va venir prendre la pièce avec son collègue qui ne comprendra pas
le temps que ça va faire pour lui. Peut-être qu'il a grigé, il a bouffé son argent. Donc, généralement, ces querelles-là. L'activité des pièces détachées automobiles est un secteur générateur de nombreux emplois qui a besoin d'être assaini pour une meilleure contribution à l'économie nationale. Le remblayage anarchique de sable est dans le viseur du secrétariat d'État en charge des affaires maritimes. Ce secrétariat a décidé de mettre fin à cette pratique très préjudiciable, aussi bien pour l'environnement que pour les caisses de l'État. Une brigade spéciale de répression a été mise en place. On en parle avec Thiemé Dongé et Eric Kimo. Base lagunaire d'Abidjan-Trècheville. Au rassemblement, les hommes de la brigade spéciale de lutte contre les remblayages anarchiques sur le flanc lagunaire. Pour leur prise de fonction, face au secrétaire, en charge des affaires maritimes, ils prennent des engagements. Monsieur le secrétaire d'État, auprès du ministre des Transports chargé des affaires maritimes, conformément à la feuille de route y afférente, les éléments de la brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique, placés sous mon commandement et moi-même, prenons l'engagement d'accomplir avec loyauté, probité et efficacité notre mission et de faire bon usage du matériel mis à notre disposition. À vos ordres, monsieur le ministre. Ce serment réjouit le secrétaire d'État. Appelant ces hommes à s'y conformer, il met en exergue enjeux et attentes en lien avec les remblayages anarchiques. D'une consistance de 25 mètres à partir de la ligne de base de la lagune et de 100 mètres à partir de la ligne de base de la mer, le domaine public maritime et fluvio-lagunaire ne peut faire l'objet d'attribution définitive. Des 8 communes d'Abidjan, les plus touchées par le phénomène de remblayage sont les communes de Trècheville, Port-Boué et Koumassi. Ce phénomène toujours grandissant, dont l'ampleur est inquiétante, induit des conséquences du point de vue sécuritaire pour les populations qui y élisent domicile, sans occulter les impacts environnementaux sur l'écosystème marin et fluvio-lagunaire du fait de la compression du volume d'eau suite à la réduction de son lit naturel. Toutes ces choses qui provoquent des inondations. Pour mener à bien la mission, des moyens opérationnels sont mis à la disposition du détachement. Notons que la brigade spéciale a pour zone opérationnelle le flanc lagunaire où des usagers sans autorisation se livrent au remblayage de sable. Une pratique au mépris du cadre légal et des nuisances environnementales. C'est parti pour l'Afrobasket 2021. Le top départ du 30e championnat d'Afrique masculin de basketball a été donné aujourd'hui à Kigali, au Rwanda. 16 équipes participent à ce rendez-vous sportif de la balle au panier, dont la Côte d'Ivoire qui rentre en lice demain contre le Kenya. Les Ivoiriens, rois du continent en 1981 et 1985, rêvent de retrouver leur niveau d'antan. On en parle avec Salifi Alekwe. La 30e édition du championnat d'Afrique de basketball hommes, dénommée Afrobasket, s'est ouverte ce mardi à Kigali au Rwanda avec 16 pays dont la Côte d'Ivoire, conduite par son capitaine Stéphane Konaté. En match d'ouverture, le champion en titre, la Tunisie, a battu la Guinée par un score de 82 à 46. Les éléphants de Continental en 1981 et en 1985. Les 24 matchs de la phase de groupe auront lieu du 24 au 29 août. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale, tandis Et je vous propose maintenant le point de presse du ministre de la Santé qui annonce la guérison de la jeune fille guinéenne déclarée positive au virus d'Ebola. La patiente est stable. Nous avons chez cette patiente fait les 2 contrôles virologiques de 48 heures qui se sont avérés négatifs. Donc on peut considérer que virologiquement, elle est guérie. Et à compter de ce jour, après discussion avec nos partenaires techniques, l'OMS en particulier, nous faisons le décompte des 42 jours, à partir desquels, enfin, on pourra dire que la Côte d'Ivoire est indemne de la maladie, nous n'avons pas de nouveaux cas.
Aujourd'hui, nous allons lever l'isolement de cette patiente, puisqu'elle n'est plus contagieuse, mais la garder en milieu hospitalier, dans une salle, parce que c'est une maladie qui est très astreignante, la patiente est très fatiguée. Nous allons la garder dans une chambre où elle n'est plus isolée et pour pouvoir la remonter au plan physique et la rétablir au plan psychologique. Nous enclenchons donc la phase de décompte pour les 42 jours. Et donc, pendant cette période, ce qui doit caractériser donc, notre stratégie donc, de riposte, c'est vraiment d'actionner nos comités de veille qui doivent travailler avec beaucoup de rigueur, cohérence, pour faire les alertes nécessaires pour que nous puissions nous assurer que, indépendamment, enfin, en dehors de cette dame, de cette patiente, il n'y a pas un autre cas donc, qui est dans notre pays. Nous avons renforcé l'expertise technique parce qu'on a reçu du côté de l'OMS des spécialistes de cette maladie Ebola qui sont arrivés, que ce soit dans la prise en charge ou que ce soit surtout dans la stratégie de recherche des personnes qui étaient en contact avec le patient ou la patiente. Donc ces experts arrivent au fur et à mesure. Il y a également un appui logistique qui est amorcé pour la présente réponse, mais qui va aussi servir à renforcer les capacités du pays en termes de mise à disposition, de prépositionnement des intrants donc, sur le terrain. Parlons maintenant de ce deuil qui frappe l'Afrique, plus précisément le Tchad. L'ancien président du Tchad, Hissène Habré, est mort du Covid-19 aujourd'hui au Sénégal. Il avait été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Yéli Traoré. Hissène Habré avait contracté le coronavirus dans la prison du Cap Manuel où il était incarcéré. Il avait été pris en charge dans différents établissements de santé de la capitale sénégalaise, dans l'hôpital Fann, selon une source proche de la présidence. En exil depuis sa chute fin 1990, Hissène Habré avait été jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et condamné à la prison à perpétuité par les chambres extraordinaires africaines en 2016, sentence confirmée en appel l'année suivante. L'actuel président tchadien, Mahamat Idriss Déby, fils d'Idriss Déby Itno, qui renversa Hissène Habré en 1990 pour diriger le pays pendant 30 ans, a présenté ses condoléances. Ayant appris ce matin le décès brusque de l'ancien président Hissène Habré, j'adresse mes sincères condoléances à sa famille et au peuple tchadien. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Hissène Habré était incarcéré au Sénégal en vertu de sa condamnation le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès sans précédent à Dakar. Il avait été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre de victimes de la répression sous le régime Habré. Chassé en 1990 du pouvoir, auquel il avait lui-même accédé par la force, Habré avait trouvé refuge au Sénégal. Là, sous la pression internationale, les conditions de son procès avaient été créées et il avait été arrêté en 2013 et inculpé par le tribunal spécial instauré en coopération avec l'Union africaine. Sa famille et ses avocats réclamaient depuis des mois un autre régime que celui de la détention, en invoquant son âge, sa santé déclinante et le risque de contamination par le Covid-19 en prison. La justice sénégalaise avait consenti en avril 2020 à le laisser sortir pendant 60 jours. Il était alors rentré chez lui à Dakar, sous garde pénitentiaire permanente, selon les autorités sénégalaises. Mais il avait ensuite dû retourner en prison et la justice avait refusé une demande de libération en avril 2021. Aucune indication n'a été fournie sur le lieu de son inhumation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. D'ici là, prenez soin de vous.